L'origine de Destination Finale remonte au milieu des années 90. À cette époque, Jeffrey Reddick, un jeune scénariste ambitieux, cherche à percer dans l'industrie du cinéma. Passionné par le genre fantastique et l'horreur, il tente de se faire un nom en rédigeant des scénarios originaux. L'idée de départ ne vient pas de nulle part. Elle trouve ses racines dans un fait divers troublant qui va profondément marquer son imagination. Une femme, en vacances, échappe à un crash aérien après avoir suivi le pressentiment de sa mère qui lui avait conseillé de changer de vol. Fasciné par cette histoire, Reddick y voit le germe d'une idée qui pourrait parfaitement s'intégrer à l'univers mystérieux et surnaturel d'X-Files, série emblématique des années 90. L'idée m'est venue après avoir lu un article sur une femme partie en vacances. Sa mère lui avait conseillé de changer de vol parce qu'elle avait un mauvais pressentiment. Elle l'a écouté et l'avion qu'elle devait prendre s'est écrasé. Cette histoire m'a marqué. Quand je cherchais à me faire un nom à New York, j'avais besoin d'un scénario original pour décrocher un agent littéraire. J'adorais X-Files, alors je me suis dit, ça ferait un super épisode. Dans mon brouillon, j'ai donné la prémonition à l'un des frères de Scully. Tout est parti de là. Pour étoffer son concept, il puise dans plusieurs influences. La première vient d'un film d'horreur sorti en 1984, L'unique survivante. Le long métrage raconte l'histoire d'une femme qui échappe à un crash d'avion, mais qui se retrouve ensuite traquée par une force mystérieuse cherchant à la tuer. Il s'inspire également de la 4e dimension, et plus précisément de l'épisode 22. Cet épisode culte met en scène Louise Powell, une danseuse hospitalisée pour dépression nerveuse. Chaque nuit, elle fait un cauchemar récurrent. Une infirmière lui murmure qu'il reste une place de libre dans la chambre 22, chambre qui s'avère être la morgue. Personne ne prend ses rêves au sérieux, les médecins préférant attribuer ses visions à son stress et sa nervosité. Pourtant, lorsqu'elle quitte l'hôpital pour prendre un avion, Louise découvre avec effroi que le numéro de son vol est le numéro 22. Pire encore, l'hôtesse d'accueil a le visage de l'infirmière aperçu dans ses cauchemars. Terrifiée, elle renonce à embarquer. Et peu après, l'avion s'écrase. Avec cette intrigue glaçante, le point de départ de Destination Finale était déjà tout tracé. Une fois son premier script bouclé intitulé à l'époque Vol 180, Jeffrey Reddick le fait lire à un ami travaillant chez New Line Cinema. Il m'a dit « Mec, tu devrais développer ça pour en faire un film ». J'ai donc écrit un traitement plus détaillé et je l'ai envoyé aux producteurs Warren Zaid et Craig Perry. Pendant 6 mois, nous avons peaufiné le projet avant que New Line ne donne finalement son feu vert. Avant de donner leur feu vert, les producteurs du studio se montrent réticents face à un élément clé du scénario. Le grand méchant de l'histoire est invisible. La société de production doit sa renommée au célèbre Freddy Krueger, personnage emblématique qui orchestre des meurtres graphiques et mémorables dans les griffes de la nuit. Proposer un film d'horreur sans une figure physique pour incarner le mal est donc un pari risqué pour les dirigeants. C'est là qu'intervient Warren Zaid, l'un des producteurs qui croit fermement au potentiel du projet. Déterminés à les convaincre, ils n'hésitent pas à jouer la carte de la concurrence en déclarant que si New Line refuse, ils iront tout simplement proposer le scénario à Miramax. Cette menace est suffisante pour faire bouger les choses. La New Line ne laisse pas passer sa chance et achète le manuscrit sur le champ. Une fois le projet validé, Glenn Morgan et Jess Wong, scénaristes bien connus pour leur travail sur des épisodes cultes des premières saisons d'X-Files, sont embauchés pour retravailler le script aux côtés de Jeffrey Reddick. Le scénario original subit alors plusieurs modifications majeures. Au départ, l'histoire se concentrait sur un groupe d'adultes. Cependant, avec le succès récent des films comme Souviens-toi l'été dernier et Scream, qui mettent en scène des adolescents, les producteurs optent pour une réécriture centrée sur un groupe de lycéens. L'objectif est clair, proposer des personnages crédibles, avec des personnalités variées, tout en offrant des morts spectaculaires et originales. C'est cet aspect précis qui devient l'élément central du film. Impressionner le spectateur avec des scènes de décès mémorables, tout en travaillant avec des moyens limités. Glenn Morgan raconte même que certaines expériences personnelles ont influencé l'écriture du scénario. Lors d'une attente à l'aéroport de Vancouver, il entend une chanson de John Denver à la radio, peu de temps après la mort tragique du chanteur dans un accident d'avion. Troublé par cette coïncidence, il décide d'intégrer ce genre de moment étrange dans le script. Il est mort en avion. Ce qui les motive est très simple. Impacter durablement les spectateurs. Tout comme Les Dents de la Mer fait craindre l'océan à une génération entière, ils veulent que Destination Finale laisse une trace indélébile dans l'esprit des voyageurs d'avion. Pour porter cette vision à l'écran, Jess Wong prend les commandes de la réalisation. Il s'agit de son tout premier long métrage, mais le projet bénéficie d'un budget solide, 23 millions de dollars débloqués par New Line grâce à l'implication passionnée des producteurs Craig Perry et Warren Zaid. Le budget et le réalisateur sont en place, reste à trouver le casting. Le choix des acteurs est crucial. Ils recherchent des comédiens capables d'interpréter des subtilités, des gestes ou des silences qui ajoutent une dimension inquiétante à leur personnage. Suivant la tendance de Scream, Destination Finale mise sur des visages déjà connus du petit écran.
Le rôle principal d'Alex, un adolescent hanté par sa prémonition, est confié à Dewan Sawa, un jeune acteur canadien. Habitué aux productions télévisuelles, il se fait remarquer en 1995 grâce à Casper, où il partage l'affiche avec Christina Ricci. Boo? Mais c'est en 1999 qu'il se distingue réellement dans La main qui tue, où il joue un adolescent paresseux et désinvolte dont la main se retrouve possédée par une force démoniaque. Fait intéressant, Devon Sawa n'a pas immédiatement convaincu Jess Wang et Glenn Morgan lors des premiers essais. Peu satisfait, il lui demande de repasser une seconde audition. Cette fois-ci, il fait preuve de l'intensité nécessaire pour décrocher le rôle, un choix qui s'avéra déterminant pour le succès du film. Pour le rôle de Claire Rivers, les producteurs choisissent Ali Larter, déjà remarqué dans le film American Boys. Kerr Smith, connu pour son rôle dans Dawson, décroche quant à lui le personnage de Carter Horton. Le célèbre Tony Todd, éternel visage de Candyman, vient faire une apparition marquante dans la peau d'un croque-mort aussi inquiétant que symbolique. Dans la mort, il n'y a ni hasard, ni échappatoire. Et enfin, Sean William Scott, iconique stifler dans American Pie, est sélectionné pour incarner Billy Hitchcock. Ce choix surprend car dans le scénario original, Billy était décrit comme un personnage en surpoids. Un autre détail amusant réside dans les noms des personnages qui sont de véritables hommages aux grands noms du cinéma d'horreur classique. Ainsi, Terry Shiney rend hommage à l'acteur Lon Chaney, Alex Browning fait référence à Todd Browning, réalisateur du mythique Freaks, Billy Hitchcock rend évidemment hommage à Alfred Hitchcock, et Valerie Litton porte le nom du célèbre producteur du film d'épouvante, Val Litton. Côté tournage, peu d'anecdotes ont filtré, mais voici quelques pépites intéressantes. La scène de l'avion, où les passagers trouvent la mort dans une explosion terrifiante, a été entièrement réalisée en studio. La pièce principale où les acteurs sont installés a nécessité 2 mois de construction. Elle pèse environ 20 tonnes et peut accueillir jusqu'à 80 personnes. Pour simuler le chaos d'une panne en plein vol, la structure a été conçue pour créer des mouvements de tanga jusqu'à 45 degrés sur les côtés et 60 degrés d'avant en arrière, plongeant les acteurs dans une horreur aussi réaliste que déstabilisante. Pour renforcer l'effet visuel de cette scène, un modèle miniature de Boeing 747 a été construit. Long d'environ 3 mètres et large de 2 mètres, il a été catapulté à 12 mètres dans les airs pour simuler l'explosion d'un véritable avion. Pour capturer l'accident avec un maximum de détails, l'équipe utilise 3 caméras tournant à 120 images par seconde et une 4e à 300 images par seconde, garantissant ainsi une séquence à la fois précise et spectaculaire. Une autre scène particulièrement complexe est celle de l'accident de train où la voiture de Carter se retrouve écrasée. Pour la réaliser, l'équipe a utilisé une réplique exacte de la voiture originale, préalablement découpée en 2 pour les besoins des prises. Selon le superviseur des effets spéciaux, pour des raisons de sécurité, il était impératif de s'assurer qu'il n'y avait aucune vraie tôle sur le véhicule afin de protéger les acteurs durant le tournage. Dans la scène où le couteau empale Madame Linton, l'actrice a été positionnée sous un faux plancher en bois avec un corps en silicone placé au-dessus d'elle. Une fois le tournage terminé et le montage bouclé, Bob Shaye, le patron de la New Line Cinema, organise des projections tests devant un public d'adolescents amateurs de films d'horreur. Si l'introduction et les scènes de mort suscitent un enthousiasme immédiat, certaines séquences en revanche ne font pas l'unanimité. Les spectateurs se montrent particulièrement réticents face à la scène où les 2 protagonistes couchent ensemble et à une fin jugée trop douce. À l'origine, Alex meurt après avoir eu une relation avec Claire. Quelques mois plus tard, la jeune fille donne naissance à leur enfant, une fin empreinte de douceur et de spiritualité, symbolisant la victoire de la vie sur la mort. Toutefois, face aux critiques négatives, cette conclusion est abandonnée et plusieurs scènes sont supprimées. Pour répondre aux attentes du public, l'équipe décide de tourner une nouvelle fin. Cette fois, Carter meurt à la place d'Alex dans une scène remplie d'action. Cette nouvelle fin nécessite un budget additionnel de plus de 2 millions de dollars pour 6 jours de tournage. Et les projections tests suivantes confirment le bien fondé de cette décision. Cette fois, les spectateurs réagissent avec des cris de joie et des applaudissements. Le succès est enfin assuré.
Destination Finale sort dans les salles le 17 mars 2000 et s'impose directement à la 3e place du box-office américain lors de son premier week-end d'ouverture, engendrant plus de 10 millions de dollars. Grâce à un excellent bouche à oreille, il clôture sa course avec des recettes mondiales impressionnantes de 112 millions de dollars. Si le public adhère au concept, la presse, elle se montre plus divisée. Les critiques saluent unanimement l'originalité de l'intrigue, mais beaucoup n'hésitent pas à souligner les décisions parfois absurdes des personnages ou encore certaines facilités scénaristiques. Pourtant, ces reproches ne refroidissent en rien les amateurs du genre. Au contraire, le film trouve rapidement sa place dans le cœur des fans et parvient à se hisser parmi les sagas horrifiques emblématiques des années 2000, au même titre que la franchise Saw. Pour ma part, je suis ravi de pouvoir enfin évoquer cette saga sur ma chaîne. Mon premier contact avec l'univers de Destination Finale remonte au collège lorsque je découvre le 3e opus. Malgré ses nombreux défauts évidents, ce film occupe toujours une place spéciale dans mon cœur. Intrigué par le concept, je n'ai pas tardé à me procurer les autres volets, en commençant bien sûr par l'original. Et même si ce premier épisode semble plus calme que ses successeurs, il reste un divertissement de qualité, sans prise de tête, qui fonctionne toujours même des années après. Bien sûr, avec un concept aussi brillant, on peut facilement imaginer un film plus ambitieux ou abouti, mais ce n'est pas là que réside sa véritable force. Les producteurs et les scénaristes ont choisi de nous offrir un pur divertissement, et de ce point de vue, le contrat est parfaitement rempli. Avec une idée simple mais originale, le film parvient à surprendre grâce à des rebondissements intelligents et une mise en scène sobre mais efficace. Les effets spéciaux, bien que modestes pour l'époque, tiennent encore la route aujourd'hui, preuve du soin apporté à leur réalisation. En définitive, Destination Finale est une œuvre qui ne prétend pas révolutionner le genre, mais qui réussit à proposer un divertissement aussi singulier qu'efficace, tout en marquant durablement ses spectateurs. Avec un aussi beau succès, New Line Cinema se tourne naturellement vers Jeffrey Reddick, auteur du premier opus, pour savoir s'il souhaite reprendre l'aventure. Ce dernier accepte avec enthousiasme, souhaitant enrichir la mythologie de l'histoire plutôt que de livrer une simple redite du premier volet. Malheureusement, ses co-scénaristes James Wong et Glenn Morgan, occupés par d'autres projets, ne peuvent pas revenir pour l'écriture. La société de production engage alors Eric Bress et Jonathan Gruber pour imaginer cette suite tant attendue. Fort du succès du premier volet, le producteur Craig Perry explique que l'équipe avait bien cerné les attentes du public. Après le succès du premier Destination Finale, on s'est réunis pour réfléchir à une suite. On savait qu'au fond, les gens venaient surtout pour les scènes de mort. Les scénaristes, des types déjantés, ont complètement pété les plombs et imaginé les scénarios de mort les plus tordus et les plus élaborés qui soient. Avec un budget confortable de 26 millions de dollars, les scénaristes imaginent des séquences à la fois spectaculaires et déroutantes, où des situations banales basculent instantanément dans le drame. Une des grandes forces de ce nouvel opus est de ne pas s'appuyer sur les clichés habituels du genre. Contrairement aux films d'horreur traditionnels, inutile ici d'attendre la tombée de la nuit pour instaurer une atmosphère inquiétante. La menace peut surgir en plein jour, transformant des scènes anodines en moments de pur effroi. Pour cette suite, Craig Perry souhaite conserver les frissons du premier film tout en misant davantage sur l'action. L'objectif est de surprendre le spectateur avec des scènes encore plus divertissantes, explosives et imprévisibles. Pour atteindre ce niveau d'intensité, il confie la réalisation à David Ellis, un habitué des cascades spectaculaires. Ancien coordinateur de cascade, Ellis a orchestré plusieurs séquences d'action iconiques comme le match de Quidditch dans Harry Potter. Avec lui aux commandes, le film prend une tournure beaucoup plus dynamique et audacieuse. Ce nouvel opus exige également des effets visuels bien plus complexes que son prédécesseur. La production fait appel à Digital Dimension, une société spécialisée dans les effets numériques. Au départ, on avait prévu environ 86 plans d'effets visuels. Finalement, je viens de faire le compte et on en a 189.
Avec l'appui d'un storyboard précis, les équipes chargées des effets spéciaux s'efforcent de donner vie aux idées des scénaristes et du réalisateur. Leur mission est simple en apparence, filmer un maximum de scènes en direct, puis les peaufiner numériquement ou utiliser un fond vert lorsque nécessaire. Mais derrière cette simplicité, l'objectif est clair, créer des morts aussi réalistes qu'impactantes. Après le crash d'avion marquant du premier film, il fallait trouver une séquence aussi puissante pour la suite. C'est alors que l'idée d'un carambolage s'impose, un événement auquel tout spectateur peut s'identifier. Ce danger, souvent sous-estimé, reflète parfaitement l'impuissance totale qui survient lorsqu'un accident se produit. L'inspiration vient d'ailleurs d'un véritable carambolage impliquant 125 voitures survenu le 14 mars 2002 en Géorgie. Cette scène dantesque a nécessité 11 jours de tournage au cours desquels l'équipe a dû orchestrer explosions et cascades spectaculaires. Le défi est immense, il faut coordonner les effets pratiques, les cascades et les explosions avec une précision millimétrée pour assurer la sécurité des équipes tout en livrant une séquence à couper le souffle. Lors du tournage du 4x4 exécutant des tonneaux, un cascadeur se retrouve réellement à l'intérieur du véhicule, tandis que des mannequins sont projetés dans tous les sens pour accentuer le chaos. Avant même de tourner cette séquence, l'équipe mène un test grandeur nature. Plusieurs troncs de 2 tonnes sont lâchés sur une autoroute pour voir l'effet produit. Le résultat est impressionnant, mais pose un problème inattendu. Les troncs ne rebondissent pas, ils roulent simplement sur le bas-côté, ce qui manque d'impact dramatique. Les effets spéciaux numériques sont donc utilisés pour les faire rebondir violemment, déclenchant ainsi des événements dramatiques de la scène. Lorsque le tronc traverse une voiture, un effet pratique est d'abord tenté. Un mannequin est utilisé, mais la supercherie est trop visible. Pour rendre la scène plus réaliste, l'équipe opte pour une approche hybride. Un plan du visage de l'acteur est superposé, tandis que le tronc est ajouté numériquement. La mort d'Evan Lewis, transpercée par une échelle de secours, repose sur des méthodes ingénieuses là aussi. Dans un premier temps, l'acteur est filmé au sol, sans échelle, devant un fond vert. Ensuite, l'équipe filme un mannequin dont la tête est traversée par l'échelle. Pour accentuer l'effet de réalisme, des matériaux peu ragoûtants sont utilisés. Une capote remplie d'un mélange de bœuf haché, œufs crus, huile d'olive et faux sang est placée dans le crâne du mannequin. Lors de l'impact, le contenu explose, jaillissant brutalement de l'orbite pour un effet répugnant mais saisissant. Pour la scène où Timmy est écrasé par une vitre, l'équipe réalise plusieurs tests avant d'atteindre le résultat souhaité. 3 répliques du jeune acteur sont créées, chacune dotée de capotes remplies d'abats encore une fois. Le faux corps est conçu pour se plier comme un accordéon lorsque la vitre s'écrase dessus. La première prise est prometteuse, mais l'effet manque de sang. Pour la deuxième tentative, les spécialistes ajoutent des explosifs et une plus grande quantité d'abats pour offrir une scène plus spectaculaire et marquante. La mort de Rory, sans doute l'une des plus choquantes du film, nécessite un travail d'effets spéciaux tout aussi impressionnant. Une enveloppe spéciale est créée pour recouvrir différentes parties du corps de l'acteur. Avant de fermer le mannequin, l'équipe insère des intestins et des poumons factices dans une trappe prévue à cet effet. L'acteur joue ensuite la scène en se penchant sur le côté devant un fond vert, permettant aux effets numériques d'achever la transformation de ce moment en une séquence d'horreur viscérale et mémorable. Quant à la mort de Nora, elle s'inspire d'un incident réel. En 2002, le docteur Hitoshi Nikaido, un résident en chirurgie dans un hôpital, a tragiquement perdu la vie lorsqu'il a été décapité par un ascenseur défectueux. Les épaules du médecin s'étaient retrouvées coincées par les portes alors que l'ascenseur continuait de monter. A l'origine, la séquence devait être encore plus marquante. L'ascenseur aurait effectué plusieurs allers-retours vertigineux avant que la tête du personnage ne lâche. Finalement, la séquence a été raccourcie pour éviter de tomber dans une violence jugée gratuite et excessive. Côté casting, Devon Sawa était censé revenir pour reprendre son rôle d'Alex, mais cela ne s'est pas fait. Si des rumeurs évoquent un différend sur son salaire, le producteur Craig Perry dément cette information. Selon lui, l'acteur n'aurait pas été convaincu par le scénario. Le sort de son personnage est alors réglé hors écran. Une simple coupure de journal apprend au spectateur qu'Alex a trouvé la mort de façon aussi brutale qu'absurde, une brique lui étant tombée sur la tête. Cette conclusion assez mal accueillie par les fans du premier volet est partiellement compensée par le retour d'Ali Larter dans le rôle de Claire Rivers. Lorsqu'on lui propose de revenir, l'actrice est enthousiaste. Claire est désormais une survivante traumatisée, internée dans un hôpital psychiatrique pour échapper à la mort. Tony Todd fait également son retour dans la peau du croque-mort, qui semble en savoir bien plus qu'il ne veut le laisser entendre. La mort est encore vrai. Il faut que vous suiviez les signes, Kimberly.
Vous savez comment je m'appelle? Pour les nouveaux personnages, l'actrice canadienne Andrea Joy Cook incarne Kimberly Corman, un nom qui rend hommage au réalisateur culte Roger Corman, figure incontournable du cinéma d'horreur. À ses côtés, on retrouve Michael Land, connu pour son rôle dans la série Lois et Clark, qui joue ici Thomas Burke, un policier déterminé à protéger Kimberly et les autres survivants. Dans une démarche originale pour promouvoir le film, les producteurs orchestrent une expérience scientifique inédite. 3 volontaires, placés sous la surveillance de médecins spécialisés dans le fonctionnement du cerveau humain, assistent à une projection de Destination Finale 2 dans des conditions très particulières. Attachés à des chaises dans l'obscurité, les cobayes sont équipés de capteurs destinés à mesurer l'activité de leurs glandes sudoripares, les glandes responsables de la transpiration, leur température corporelle, ainsi que leur onde cérébrale face aux scènes les plus stressantes du film. Et dès les premières images du carambolage, les résultats sont frappants. La sudation augmente, les pulsations cardiaques s'accélèrent et les niveaux de stress explosent face à l'intensité de la scène. Le même phénomène se produit durant les séquences les plus marquantes comme celle de la cuisine, de l'ascenseur ou encore le cabinet dentaire. Les spectateurs montrent des signes évidents de tension musculaire, d'excitation croissante et d'une empathie palpable pour les personnages en danger. Une opération marketing réussie qui souligne à quel point le film joue avec les peurs les plus profondes et les plus réalistes du public. Destination Finale 2 sort le 31 janvier 2003 dans plus de 2000 salles aux États-Unis et au Canada. Malgré un léger recul par rapport au premier opus, le long métrage termine sa course avec un box-office mondial de 90 millions de dollars, un résultat solide qui confirme l'attrait du public pour la franchise. Par contre, les critiques ne sont pas tendres avec cette suite. La presse pointe du doigt une intrigue peu convaincante, un scénario simpliste et des performances d'acteurs jugées médiocres. Certains journaux vont même jusqu'à qualifier le film de thriller risible, n'existant que pour aligner une succession de prémonitions sadiques et de morts spectaculaires. Mais il ne faut pas oublier que le genre horrifique a toujours eu une relation compliquée avec les critiques. Du côté des spectateurs, en revanche, le constat est tout autre. Le film est considéré par une grande partie des fans comme le meilleur épisode de la franchise, un véritable divertissement assumé et décomplexé. Avec ce deuxième opus, la direction prise par la saga est claire. Il ne s'agit plus de raconter une histoire terrifiante à l'image du premier volet, mais d'offrir un pur spectacle. La formule, désormais officielle, est simple et sera reprise dans les suites à venir. Une bande d'amis, une vision prémonitoire, une catastrophe évitée, puis la mort qui revient inexorablement récupérer ses victimes, une par une. La véritable force de Destination Finale 2 réside dans sa capacité à pousser le concept encore plus loin en ajoutant davantage d'action et de gore. Le tout assumant pleinement un style grand guignolesque. Cela dit, entre deux scènes spectaculaires, un certain ennui finit par s'installer. En cherchant à impressionner avec des morts toujours plus graphiques et ingénieuses, les scénaristes semblent avoir oublié l'essentiel, leurs personnages. Ces derniers manquent cruellement de profondeur et de développement, au point de devenir parfois insupportables. Certes, dans un film d'horreur, ce n'est pas toujours une priorité, mais après un premier volet qui avait su proposer des héros un minimum travaillés, la différence est flagrante et quelque peu décevante. Je reste malgré tout content de retrouver Claire Rivers, survivante du premier opus, mais difficile de ne pas être frustré par la disparition hors champ d'Alex. Un destin franchement indigne pour un personnage aussi emblématique qui aurait mérité bien mieux. Cependant, il faut bien admettre que le film regorge de qualité, à commencer par son introduction absolument hallucinante. Cette séquence de carambolage est un véritable choc visuel, à tel point qu'on pourrait presque l'utiliser comme outil pédagogique dans les auto-écoles pour sensibiliser les jeunes conducteurs à la sécurité routière. Tout y est, la brutalité, le chaos et surtout cette impression d'impuissance totale face à une catastrophe qui échappe à tout contrôle. Et franchement, qui après avoir vu cette scène n'a pas ressenti une certaine appréhension en croisant un camion rempli de troncs sur l'autoroute? Les autres morts ne sont pas en reste. Chaque séquence est conçue pour en mettre plein la vue et il faut bien reconnaître que c'est réussi. Considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de la franchise, je ne partage pas entièrement cet avis. Cela dit, je reconnais que Destination Finale reste un film hautement divertissant et jouissif par moments. Et après tout, est-ce que c'est pas ça l'essentiel ?
Lancée comme la dernière partie d'une trilogie, la production d'un Destination Finale 3 est rapidement annoncée après le succès du second opus. Jess Wang revient à la réalisation, au scénario et à la production, tandis que Jeffrey Reddick choisit de ne pas participer à cette suite. Contrairement au second volet qui faisait le lien avec le premier en reprenant le personnage de Claire Rivers, ce troisième épisode est conçu comme un opus autonome. Il introduit de nouveaux personnages, majoritairement des adolescents, renouant ainsi avec la grande tradition des films tueurs d'ados. Dès le départ, l'équipe créative assume pleinement cette étiquette. Après avoir tenté de s'en éloigner dans le précédent volet, l'idée de revenir aux fondamentaux du genre paraît plus pertinente pour satisfaire les attentes du public. Les producteurs prennent conscience du défi que représente un troisième film. Respecter les attentes des spectateurs sans tomber dans la redite facile. Ce nouvel opus souhaite explorer le thème des lycéens à un moment charnière de leur vie, leur passage à l'âge adulte. Ces jeunes, tout juste diplômés et prêts à se lancer dans l'avenir, voient leur destin brutalement interrompu par une catastrophe. Un thème que Jess Wang souhaitait particulièrement aborder. La fragilité de la jeunesse face à une mort inattendue et inévitable. Intitulé dans un premier temps Cheating Death, le film devait initialement être tourné en 3D, une innovation qui aurait permis d'amplifier l'effet spectaculaire des morts. Toutefois, cette idée est rapidement abandonnée pour des raisons à la fois financières et techniques. Glenn Morgan explique que les effets gore, pourtant essentiels au concept, risquaient de perdre en impact visuel avec la technologie de l'époque. Ironie du sort, le quatrième opus viendra confirmer ces craintes. La question centrale reste alors, quelle catastrophe pourrait surpasser le crash d'avion du premier volet et le carambolage spectaculaire du second? Plusieurs idées sont évoquées. Un naufrage, un accident en station de ski, mais aucune ne fait l'unanimité. La solution arrive finalement grâce au directeur exécutif de la New Line Cinema, Richard Bryant, qui propose une séquence d'ouverture se déroulant dans un grand 8. Le choix du grand 8 s'appuie sur un concept symbolique fort, la perte de contrôle, une thématique étroitement liée à l'adolescence, période de transition où tout semble hors de portée. Le contrôle du corps, de sa place dans la société et de ses émotions. Même lorsqu'on croit maîtriser la situation, une force invisible agit dans l'ombre. Le grand 8, tout comme la mort dans Destination Finale, devient alors le miroir des angoisses adolescentes. Une rumeur tenace affirme que cette idée aurait été inspirée par un accident tragique survenu à Disneyland le 5 septembre 2003 où un homme de 22 ans est décédé après un déraillement ayant causé de graves blessures internes. 10 autres passagers furent également blessés. Toutefois, cette rumeur a été rapidement démentie par l'équipe de production. Bon, vous l'aurez compris, ce troisième volet assume donc ses intentions. Offrir un divertissement où des adolescents stéréotypés comme les filles superficielles, le mec obsédé, les gothiques, le timide et bien sûr l'héroïne intelligente servent de proie à la mort. Des personnages aux traits caricaturaux, mais peu importe, car leur destin est tout tracé. Ils sont là pour mourir et de la manière la plus inventive et spectaculaire possible. Je sais que je suis plus fort. Je vais gagner. Attention. Mais oui. L'un des points forts du premier opus résidait dans la mort brutale et inattendue causée par un bus. L'équipe savait qu'il était impossible de reproduire exactement la même idée sans tomber dans la répétition. De même, la scène originale du dentiste dans le deuxième volet avec une mort particulièrement inventive fixait des attentes élevées. Le défi de ce troisième opus était donc de taille. Trouver des lieux inédits et maintenir une montée progressive du suspense jusqu'au moment fatidique. Malgré cette difficulté, Jess Wang estime que l'équipe s'en est bien sortie en livrant des morts aussi originales que violentes. Pour interpréter les nouveaux personnages, Mary-Elizabeth Winstead est choisie pour interpréter Wendy. Bien qu'à l'origine, le personnage ait été écrit comme une blonde. La comédienne qui avait déjà auditionné pour Destination Finale 2 impressionne tellement Wang et Morgan qu'ils décident d'adapter le personnage pour elle. À ses côtés, Ryan Merriman, vu dans Halloween Résurrection et Le Cercle 2, incarne Kevin Fisher. Quant à Tony Todd, il revient une nouvelle fois, mais uniquement pour un caméo vocal. Et encore une fois, comme pour les précédents volets, les noms des personnages rendent hommage à des réalisateurs cultes du cinéma d'horreur. Wendy et Julie Christensen pour Benjamin Christensen, le réalisateur de La sorcellerie à travers les âges en 1922, Erin Ulmer en clin d'œil à Edgar Ulmer, Lewis Romero pour Herschel Gordon Lewis et George Romero, Jason Wise pour Robert Wise, réalisateur de La Maison du Diable en 1963, Carrie Dreyer pour Carl Theodor Dreyer, et Ashlyn Alperin pour Victor Alperin, réalisateur du film Les Morts Vivants de 1932. Le tournage se déroule une fois de plus au Canada et dure environ 3 mois, avec les 2 premières semaines entièrement consacrées à la scène du Grand 8.
Pour cette séquence d'ouverture, un décor immense est conçu par Mark Freeborn, chef décorateur, qui choisit de mêler une esthétique gothique et inquiétante à l'ambiance festive de la fête foraine. Il parsème le décor de squelettes et d'éléments diaboliques, dont les célèbres cornes du diable visibles à l'écran. Pour la réalisation technique, les techniciens installent un véritable grand 8 composé de 65 mètres de rails et d'une rampe inclinée à 25 degrés. Bien que les montagnes russes atteignent en général 20 mètres de hauteur, celui construit pour le film monte jusqu'à 56 mètres. Grâce aux nouvelles technologies sans fil, des caméras sont placées un peu partout sur les wagons pour offrir une vue immersive et réaliste, comme si le spectateur se trouvait lui-même dans l'attraction. Pour les acteurs, ça n'a pas été simple. Pendant 3 nuits, ils enchaînent les tours de grand 8 pour tourner les différentes prises. Si les premiers tours sont jugés amusants, la fatigue et le mal de cœur finissent par s'installer. Au total, c'est 60 tours qui seront nécessaires pour obtenir la scène parfaite. Après cette séquence complexe, l'équipe tourne des scènes supplémentaires devant un fond vert. Plusieurs plateformes spécialement conçues permettent de lier efficacement les éléments réels et virtuels. Les acteurs sont suspendus en l'air, parfois à l'envers, puis éjectés pour simuler les mouvements brutaux des wagons. La scène de l'entrepôt, quant à elle, est tournée dans un véritable magasin. Le tournage a lieu la nuit après la fermeture, un choix inspiré par une visite de Glenn Morgan dans un Home Depot sur Sunset Boulevard. En explorant les rayons, il remarque les objets tranchants, de l'acide mercurique et d'autres produits dangereux, réalisant que ce lieu familier pouvait être un terrain idéal pour une scène de destination finale. Pour la scène culte des UV, une cascadeuse est engagée pour doubler les actrices. Recouverte d'une huile protectrice, elle est enflammée brièvement chaque prise durant 20 secondes au maximum pour éviter tout risque de brûlure. La mort du personnage sportif demande quant à elle une approche ingénieuse. Glenn Morgan souhaite initialement une mort impliquant un bus, mais ne parvient pas à structurer l'idée. En visitant une salle de sport, il identifie des appareils susceptibles d'écraser quelqu'un, donnant naissance à cette séquence emblématique. L'acteur doit d'ailleurs réaliser un moulage de sa tête pour rendre la scène plus réaliste. Jess Wang explique cette volonté d'ancrer les morts dans des lieux quotidiens, car c'est précisément ce réalisme qui pousse les spectateurs à s'identifier. On a du mal à croire qu'on puisse croiser un tueur comme Jason. Mais un grand 8, un lit bronzant ou un magasin de bricolage, ce sont des lieux que tout le monde fréquente. C'est là que le film nous rattrape. Une fois le tournage terminé, les projections tests révèlent un problème majeur. La fin du film, qui devait initialement s'arrêter sur la mort de Yann, laisse les spectateurs sur leur faim. Pour y remédier, le metteur en scène propose une nouvelle conclusion aussi puissante que l'ouverture. Une séquence d'action dans un métro. Les acteurs principaux sont rappelés 5 mois après la fin du tournage pour tourner ces nouvelles prises. Et contre toute attente, l'un des moments les plus complexes de cette séquence est un plan de seulement 2 secondes montrant une larme coulant sur le visage de Wendy. La comédienne raconte que pour reproduire ce moment à chaque prise, elle s'appuie sur des techniques émotionnelles bien précises. Écouter des musiques qui la touchent profondément ou se concentrer sur des paroles qui évoquent des souvenirs douloureux. Le nouveau montage est bouclé le 30 janvier 2006, à peine 2 semaines avant la sortie officielle du film le 10 février 2006. Malgré cette véritable course contre la montre, le résultat final est au rendez-vous. Destination Finale 3 se hisse en tête du box-office dès son premier week-end. Le film s'impose rapidement comme le plus gros succès de la saga à cette époque, atteignant sans peine un box-office mondial de 117 millions de dollars. Et malgré ce succès commercial, les critiques ne sont une fois encore pas très tendres. Pour ma part, ce 3e volet reste mon préféré. Il est gore, bête et jouissif, exactement comme j'aime. De plus, l'œuvre arrive à combiner habilement des éléments classiques du genre avec une approche assez moderne, créant ainsi une atmosphère assez fun et immersive tout au long du film. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir un DVD spécial. Enfin, plutôt une édition interactive où j'avais le choix entre le film classique ou alors une version durant laquelle je pouvais décider du sort de chaque personnage. Je pouvais donc modifier le long métrage comme je le voulais. C'était génial. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez eu cette édition.
Je ne vais pas être très original, mais les points forts résident bien sûr, comme dans les opus précédents, dans ces séquences de mort inventives et visuellement impressionnantes. Les effets spéciaux tiennent encore la route et contribuent donc à rendre ces moments mémorables et saisissants. Même s'il n'apporte rien de nouveau, le scénario du film est plutôt bien construit et offre des rebondissements inattendus qui maintiennent l'intérêt du spectateur jusqu'à cette fin très violente. En parlant des séquences impactantes, mention spéciale à la scène des UV et la séquence dans la voiture. Même si ce sont des caricatures qu'on a trop souvent l'habitude de voir dans des films d'horreur, les personnages sont quand même bien développés et apportent une certaine profondeur à l'histoire, ce qui nous permet de s'investir émotionnellement. En ce qui concerne la réalisation, rien à dire. La mise en scène est propre et dynamique, et c'est tout ce qui compte. En résumé, Destination Finale 3 est un film divertissant et bien réalisé qui ne décevra pas les amateurs du genre et de la saga. En revanche, il est grand temps de s'arrêter là. Même si le concept est sympa, ça tourne sérieusement en rond et ça serait vraiment dommage de faire 2 suites de trop. Et merde. Après le succès de Destination Finale 3 qui avait initialement été envisagé en 3D, l'idée d'un 4e volet devient une évidence pour Craig Perry. Le producteur est impressionné par un scénario écrit par Eric Bress, suffisamment solide pour obtenir le feu vert du studio. A l'origine, Jess Wong devait reprendre les commandes de la réalisation, mais il finit par se retirer en raison de conflits d'horaire avec le tournage de... Dragon Ball Evolution. Avec cette Dragon Ball, je vais prendre ma revanche. Dragon Ball Evolution. Les producteurs se tournent alors vers David Ellis, le réalisateur du 2e opus qui accepte en grande partie pour l'opportunité de travailler avec la 3D, une technologie qui attire de plus en plus l'attention à cette époque. Craig Perry précise d'ailleurs que l'objectif est d'utiliser la 3D pour apporter une véritable profondeur au film et non simplement pour lancer des objets au visage des spectateurs toutes les 4 minutes. Ben voyons. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Ce 4e opus nous plonge dans une nouvelle catastrophe spectaculaire. Tout commence lorsque Nick, un jeune homme ordinaire, assiste avec ses amis à une course automobile. Alors que l'ambiance est à son comble, une série d'événements chaotiques provoque un accident dévastateur. Mais, comme toujours, Nick a une vision prémonitoire de ce désastre et parvient à sauver un petit groupe de personnes, échappant ainsi temporairement à leur funeste destin. Très vite, il réalise que la mort n'a pas dit son dernier mot, et elle revient implacablement chercher ceux qui lui ont échappé, un par un. Et je ne vous lâche plus des yeux. Ma femme disait que le déjà-vu, ça n'a rien... Destination Finale 4 sort aux États-Unis le 28 août 2009. Le long métrage se hisse rapidement en tête au box-office dès son premier week-end, générant un succès commercial important. À l'échelle mondiale, il rapporte plus de 186 millions de dollars en faisant à l'époque le plus gros succès de la franchise. Par contre, beaucoup reprochent au film son scénario faible et son intrigue qui repose exclusivement sur les scènes de mort spectaculaires. Certains critiques parlent même d'un épisode purement opportuniste, cherchant à exploiter la technologie 3D au détriment de l'écriture et de la profondeur des personnages. Malgré ces reproches, le public continue d'apprécier le concept et les amateurs de la saga saluent les effets visuels impressionnants et les séquences gore toujours plus inventives. Oh, ok. Et évidemment, c'est en mars 2010 que le directeur de la Warner annonce officiellement qu'un 5e volet est en préparation et qu'il sera tourné aussi en 3D. Quelques semaines plus tard, en avril 2010, Erika Serer est annoncée comme scénariste du projet. En
En juin 2010, la New Line Cinema révèle que Stephen Quall, un collaborateur de longue date de James Cameron, sera chargé de réaliser le film. À un moment donné, l'idée de renommer le 5e volet simplement Destination Finale est évoquée, mais elle est finalement abandonnée. L'une des grandes révélations du projet est que ce Destination Finale 5 devait dès le départ être une préquelle, se déroulant avant les événements du premier film. Pourquoi il pète les plombs? J'en ai aucune idée. Un jeune homme a paniqué et a voulu descendre. Il a dit qu'il avait eu une vision. Cette idée vient directement de Craig Perry. D'ailleurs, le scénariste en charge du projet explique que l'un des plus grands défis lors de l'écriture fut d'imaginer des morts originales, affirmant qu'il est ridiculement difficile de surprendre dans l'univers déjà très codifié de Destination Finale. Une source d'inspiration particulière provient de sa propre vie. La séquence impliquant une chirurgie oculaire trouve ses origines dans l'expérience réelle de sa femme qui a subi ce type d'intervention. Détendez-vous. C'est très bien. Cette fois-ci, l'histoire suit Sam, un jeune homme qui, lors d'un trajet en bus avec ses collègues, a une vision terrifiante d'un effondrement d'un pont. Pris de panique, il réussit à convaincre un petit groupe de personnes de quitter le bus avant que la catastrophe ne survienne réellement. Grâce à son intervention, plusieurs vies sont sauvées, du moins pour un temps. Le tournage commence en septembre 2010 et se déroule principalement à Vancouver. La séquence d'ouverture, celle de l'effondrement du pont, est particulièrement complexe à réaliser. Grâce aux avancées technologiques, l'équipe combine des effets pratiques et des images de synthèse pour offrir une scène à la fois spectaculaire et terrifiante, ancrée dans une réalité qui rend le drame encore plus saisissant. À l'été 2011, la promotion du film au Royaume-Uni déclenche une controverse. L'affiche représentant un crâne brisé est jugée trop violente par l'autorité de contrôle des normes de publicité. L'organisme reçoit 13 plaintes, certaines venant de parents affirmant que leurs enfants avaient été bouleversés par cette image. L'autorité décide alors que l'affiche ne devrait plus apparaître dans les lieux non ciblés comme les transports en commun. En réponse, le studio défend sa position en expliquant que l'affiche reflète fidèlement le contenu du film, sans excès, et que ses couleurs sombres n'étaient pas particulièrement attirantes pour les enfants. Ce 5e volet sort officiellement aux États-Unis le 12 août 2011 et réalise un bon démarrage au box-office. À l'international, il finit sa course avec un box-office mondial de 157 millions de dollars, confirmant une fois de plus l'attrait du public pour la franchise. Les critiques, cette fois-ci, se montrent plus favorables que pour les volets précédents. Beaucoup saluent l'ingéniosité des morts, la qualité des effets visuels et surtout la manière dont le film parvient à renouer avec les origines de la saga tout en surprenant le spectateur avec un twist. Même si le concept reste toujours aussi plaisant, avec ses morts spectaculaires et ses séquences d'action, il devient difficile de défendre les 4e et 5e volets qui tombent malheureusement dans la facilité. Ces deux films, que je place dans le même panier, souffrent avant tout de personnages insupportables et terriblement mal écrits. Dans le 4, qui est pour moi le pire de la franchise, le scénario se contente d'aligner les morts sans aucune tension ni subtilité, et les dialogues sont tellement plats qu'ils frôlent parfois le ridicule. Le film repose entièrement sur sa 3D qui est tout bonnement hideuse, au détriment d'une véritable intrigue ou de protagonistes un tant soit peu intéressants. Le résultat, un long métrage froid, mécanique et sans âme. Quant au 5, s'il est légèrement plus abouti grâce à une meilleure réalisation et un twist final plutôt réussi, il reste plombé par des personnages caricaturaux et insipides qui empêchent toute immersion dans l'histoire. Même les morts, pourtant ingénieuses, finissent par perdre de leur impact à force de surenchère visuelle. Malgré ça, je reste tout de même curieux de découvrir le 6e volet prévu pour mai 2025, qui a été étrangement repoussé pendant plusieurs années. Je croise les doigts pour que ce Destination Finale Bloodline soit à la fois divertissant et spectaculaire, tout en nous offrant enfin des personnages attachants.
Dans la scène d'ouverture du premier opus, Devon Sawa devait tout simplement faire semblant de dormir à bord de l'avion. Mais le tournage a été si long et la cabine si chaude qu'il a fini par s'assoupir pour de vrai. Résultat, l'acteur a dormi pendant 4 heures sur le plateau alors que toute l'équipe continuait de travailler autour de lui. La maison de la prof dans le premier film n'existait pas en réalité. Elle a été spécialement construite en seulement 5 jours dans un quartier résidentiel de Vancouver. Problème, les habitants ont trouvé la maison tellement charmante qu'ils n'étaient pas du tout d'accord pour qu'elle soit détruite à l'écran. Certains ont même tenté d'empêcher les explosions prévues dans le script. Les images qu'on aperçoit dans la télé ne sont pas toutes factices. La plupart sont issues du véritable crash du vol TWA 800 survenu le 17 juillet 1996 au large de Long Island. Ce vol transportait notamment un groupe d'élèves français en voyage scolaire. L'avion a explosé soudainement, en plein ciel, 12 minutes après son décollage, provoquant la mort de ses 200 occupants. À l'époque, l'enquête a envisagé plusieurs pistes, mais au final, c'est une explosion du réservoir central qui a été retenue comme cause de l'accident. Dans le deuxième film, un simple moment cache une référence bien plus sinistre. Lors d'une scène dans un cabinet dentaire, un pigeon vient s'écraser contre la fenêtre. Ce détail n'est pas anodin. Selon une vieille superstition, lorsqu'un oiseau percute une vitre, c'est le signe qu'un décès est imminent dans l'entourage. Un clin d'œil morbide parfaitement dans l'esprit de la saga. La scène d'ouverture du 4e opus qui se déroule dans un circuit de course automobile n'est pas qu'une pure invention. Elle s'inspire d'un véritable drame. Lors d'une course qui s'est déroulée en 1955, un accident entre plusieurs bolides a propulsé des morceaux de voiture, capot, moteur, débris métalliques, droit dans les tribunes bondées. Le bilan est terrible, environ 84 morts et des dizaines de blessés. Certains témoins racontent que le capot tranchait les spectateurs comme une guillotine, tandis qu'une explosion et un incendie aggravaient encore la scène. Une tragédie d'une ampleur inédite qui, près de 50 ans plus tard, a servi d'inspiration macabre à l'une des morts collectives les plus marquantes de la saga. Destination Finale 5 détient un petit record dans la franchise. Il propose la scène de catastrophe la plus longue de toute la saga. L'effondrement du pont suspendu dure précisément 4 minutes et 44 secondes. Une ouverture spectaculaire qui place la barre très haut. Reste à voir si Destination Finale 6 prévu au cinéma réussira à faire encore plus fort. Ce serait un truc de malade. Pour Destination Finale 3, la production a dû faire preuve d'une patience redoutable pour une scène qui ne dure que quelques secondes. Lors de la séquence dans le magasin de bricolage, un marteau est censé tomber pile sur le levier de vitesse d'un chariot, déclenchant une réaction en chaîne mortelle. Mais obtenir ce mouvement accidentellement précis a été un vrai cauchemar technique. Il a fallu pas moins de 20 prises pour que l'outil tombe exactement au bon endroit, avec le bon angle et le bon timing. Une preuve que même les morts les plus spectaculaires reposent parfois sur un simple marteau capricieux. Fidèle à une tradition bien établie dans la saga, le 5e film rend hommage à de grands noms du cinéma d'horreur à travers les noms de ses personnages. Peter Friedkin évoque bien sûr William Friedkin, réalisateur de L'Exorciste. Candice Hooper porte le nom de Toby Hooper, à qui l'on doit Massacre à la tronçonneuse et Poltergeist. Et Olivia Castle fait référence à William Castle, célèbre pour ses films d'horreur à sensation comme Le Désosseur de cadavres ou La Nuit de tous les mystères. Dans Destination Finale 2, le personnage de Tim Carpenter a failli être bien plus jeune. Initialement, il devait avoir 9 ans, puis 13. Mais la New Line Cinema a finalement jugé que tuer un enfant si jeune à l'écran serait trop choquant, même pour une saga aussi macabre. L'âge de Tim a donc été revu à la hausse pour atteindre 15 ans. Un compromis qui n'a pas empêché sa mort d'être l'une des plus marquantes et dérangeantes de toute la franchise. Le deuxième film de la saga est sans doute l'un des plus sombres et violents. Pourtant, sa conclusion surprend par une touche d'humour noir inattendue et presque optimiste. Kimberly et l'agent Burke semblent échapper à la mort et à la fin, rien ne laisse penser qu'ils vont y passer comme les autres. Ils sont même les seuls survivants de toute la franchise à ne pas mourir officiellement à l'écran ou hors champ. Malgré tout, une scène avait été envisagée pour Destination Finale 3 où ils auraient trouvé une fin brutale. Ils devaient croiser Wendy, Julie et Kevin dans le métro, tous liés par le destin, avant qu'un nouvel accident ne les élimine en une seule séquence. Finalement, cette idée a été abandonnée, laissant planer le doute sur le sort de Kimberly et Burke. Sont-ils les seuls à avoir vraiment échappé au plan macabre de la mort ?
Et voilà, c'est tout pour Destination Finale. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour d'autres rétrospectives. En attendant, n'hésitez pas à commenter, liker et de vous abonner.